Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous de la communauté télécom AFD Tech Part of Accenture. Je suis Bruno, Télécom Practice Manager chez AFD. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois collaborateurs, trois professionnels des télécoms. Donc la personne en premier de Bouchra. Bonjour Bouchra. Bonjour. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais à distance? Alors moi je suis à Nantes, je suis à distance parce que je ne pouvais pas venir avec vous, mais aujourd'hui je représente la team déploiement FTTH. Ça fait presque 8 ans aujourd'hui que je travaille sur ce sujet-là. Je vais devenir delivery manager à partir de la semaine prochaine, youpi. Bravo. Voilà, donc la team nantaise est assez conséquente aujourd'hui et voilà, donc on travaille pour un grand opérateur mobile. Suivant, Marc, tu nous fais le plaisir. Merci déjà de me recevoir. Je me présente Marc, je suis ingénieur télécom et je travaille en mission chez un opérateur français en tant qu'ingénieur radio. Pour être bref, je travaille en parallèle côté QoS en tant qu'ingénieur qualité réseau. Je valide les opérations de mise en service technique des sites radio pour toutes les technologies mobiles. Et aussi, je travaille dans la partie pré-opération, donc je valide les fichiers d'intégration qui seront générés par les experts le jour de les intégrations sur site, avec les commandes de licence adéquates. Donc voilà, c'est une mission depuis 3 ans déjà, et c'est avec un grand honneur que je suis ici pour discuter de sujets télécom avec mon expérience déjà approfondie. Ok, nous aurons l'occasion de revenir sur tes sujets, sur les sujets mobiles. Et Annie, pour terminer. Oui, bonjour Bruno. Donc moi c'est Annie, je suis responsable des activités mesures chez AFD. Notre périmètre, c'est d'accompagner nos clients, donc opérateurs et régulateurs, dans leur process d'optimisation continue des réseaux, d'audit et d'optimisation. C'est-à-dire qu'on va prendre la température avec des thermomètres, donc ce sont nos équipements techniques, et puis on va également proposer le traitement qui va bien pour améliorer la qualité d'expérience, donc qui est complémentaire à la qualité de service du client français ou de tous les clients qui se trouvent en France ainsi qu'à l'international, parce que nous adressons également des marchés à l'international. Donc on peut t'appeler Docteur Annie, docteur des réseaux. Voilà, des réseaux, je préfère. On va reparler du mobile avec Marc. Ouais. La 5G, on entend beaucoup parler de la 5G. Effectivement. Évidemment, par rapport aux technologies précédentes, on a 2-3G qui vont s'éteindre, Ouais. mais la 4G, qu'est-ce que ça apporte? Enfin, par rapport à la 4G, Déjà, qu'est-ce que ça apporte? la 5G, c'est une technologie en fait assez récente et elle propose un débit beaucoup plus élevé et surtout des latences nettement plus faibles. Et en fait, elle minimise le risque de saturation des réseaux, surtout lié aux terminaux, là, avec l'augmentation des terminaux et des objets connectés dernièrement. Elle minimise en fait la possibilité de saturation, ce qui n'était pas le cas avec la 4G. Et de plus, elle est principalement liée en fait que avec la 5G, on a une possibilité en fait d'objets connectés 10 fois plus supérieure qu'avec la 4G au kilomètre carré. De plus, avec la 5G, en fait, on a le network slicing, qui est une technologie en fait principalement liée par la 5G et qui permet en fait de diviser le registre physique en plusieurs résultats virtuels distincts. Et ce qui est très important à savoir aussi, c'est que les applications qui nécessitent une faible latence, comme les applications virtuelles, les applications connectées, comme les véhicules autonomes, voilà. Ils utilisent en fait cette technologie-là et ils ont en fait un besoin d'un très haut débit et de très faible latence. Donc c'est une technologie en fait qui a apporté beaucoup d'avantages comparé à la 4G.
Pour entrer un petit peu plus dans les détails, il y a deux types de 5G qui sont déployés. On avait commencé par la 5G en mode non-standalone, donc NSA. Donc les premiers déploiements, il y a 4 ans, c'est des réseaux 5G déployés en mode NSA. Et en fait, c'est une pseudo 5G. J'allais en venir, c'est que c'est un réseau 5G qui s'appuie sur l'architecture de la 4G déjà existante pour plusieurs raisons. Déjà, elle utilisait la couverture des bandes basses 4G d'un côté et elle se connectait au cœur réseau 4G évolué. Par contre, maintenant, la 5G SA, donc en mode standalone, qui se tient toute seule, elle est en train d'être déployée activement depuis plus d'1 an dans le territoire français. Et la différence, c'est qu'elle fonctionne toute seule. Elle n'a pas besoin en fait de s'appuyer sur le réseau 4G déjà existant, l'infrastructure 4G déjà existante, comme c'était le cas avec la 5G NSA. Et ce qui est très important à savoir, c'est que elle implique une interface radio 5G qui est unique et qui va utiliser le spectre 3500 et les bandes basses qui vont être partagées avec la 4G. Donc la 5G SA, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Elle va apporter une latence qui va être encore plus faible, un débit qui va être encore nettement amélioré. Et ça va être très important en fait pour la couverture et la capacité nécessaires pour les applications dont j'en ai parlé précédemment, donc l'intelligence artificielle, les objets connectés, qui auront besoin en fait de cette technologie-là qui arrive actuellement pour donner leur pleine potentiel. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on entend parler de la 5G, on a tendance à dire ça. Comme les autres technologies, ça va apporter du débit, mais en fin de compte, c'est pas que ça. C'est surtout, comme tu disais, la capacité à avoir beaucoup plus, une densité importante d'objets connectés ou d'équipements en tout cas connectés au réseau, une latence faible qui est effectivement, si on est dans des véhicules autonomes, eh bien, on parle de la milliseconde là et on ne peut pas attendre des latences de l'ordre de celles qu'on a sur la 4G. Sur la 4G et même sur la 5G NSA, ce n'était pas possible. Là, vu qu'elle va utiliser sa propre infrastructure, sa propre connexion, les applications qui vont en dériver, en fait, ils vont profiter de ce nouveau déploiement pour utiliser toutes les fonctionnalités qui seront en fait à utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de déploiement, il me semble qu'il y a plus de... Ce sont les opérateurs entre 10 et voire même plus de 20 000 sites activés en 5G. Actuellement... C'était les chiffres de l'ARCEP. Exactement. En fait, depuis plus d'1 an, toutes les intégrations 5G se font directement en configuration 5G SA, ce qui n'était pas le cas avant. Mais elles n'étaient pas encore activées. Oui. C'est que depuis quelques mois que l'activation massive a été déployée, et c'est toujours le cas actuellement. Et c'est ce qui va changer avec ce qu'on avait avant. Et le taux d'adoption fin d'année, quand l'ARCEP parlait de 17% des abonnements qui étaient activés en 5G, ce qui est relativement faible, moins d'un sur 5. Mais ça, c'était avant les Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques, il y a des activations automatiques qui ont été faites par certains opérateurs pour désaturer, pour prendre en prévision de désaturation du réseau 5G. Donc on peut espérer que l'adoption soit plus importante. Et en même temps, il y a les industriels, puisque l'apport aussi c'est côté industriel, côté certains opérateurs privés. Voilà, côté entre business. Là, on va bénéficier vraiment des avantages de la 5G standalone. Et donc ça, c'est l'ARCEP qui a ouvert des fréquences pour des usages privés, encore opérateurs publics. Donc ça commence à se déployer sur le réseau. Donc ça va être un changement déjà dans les usages pertinents de la 5G qui démarre. Très bien. Et la 5G offre beaucoup de promesses, mais comment on fait pour vérifier que la latence, les débits sont atteints? Comment les communications sont au top niveau, docteur Limite? Alors, comme le disait Marc, donc, une fois qu'on a intégré la 5G, il faut bien aller vérifier que cette intégration n'introduit pas de régression pour le client. Et il faut également vérifier que la 5G, le niveau de performance offert, répond à ce que les services et les applications, les exigences des services et des applications. Donc on va aller, en fait, nos techniciens vont aller faire le diagnostic sur le terrain, avec des équipements très sophistiqués, avec un...
Non, ce n'est plus comme à l'ancienne. C'est vraiment des équipements très très développés, avec en gros des sacs à dos avec beaucoup de mobiles de dernière génération, qui permettent de récolter en fait beaucoup d'informations techniques sur les performances, sur des indicateurs, sur le ressenti client. Donc on va programmer à l'avance un protocole assez strict qu'on va dérouler dans divers environnements. Ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, ça peut être dans les trains, ça peut être dans les véhicules, en fonction de ce qu'on cherche à diagnostiquer en fait. Donc une fois que les techniciens ont fait ce diagnostic, nos ingénieurs ils vont analyser les résultats et ils vont trouver en fait des pistes d'amélioration que nous allons proposer aux opérateurs pour implémentation. Ce qui permet aussi de vérifier post-implémentation de ce traitement, enfin, une fois qu'ils ont donné le traitement au réseau, de vérifier que le résultat est bien celui qui est attendu. Comment se font les tests? Sont automatisés? Est-ce que tu pourras partager avec nous pour qu'on visualise un peu mieux comment c'est fait sur le terrain? Bien sûr. En fait, sur le terrain, les tests ils se font sur une localisation donnée ou bien sur un axe donné si on cherche à mesurer des routes ou des trains. Donc tous les tests sont automatisés bien sûr. Les notations du test, les performances sont normalisées en fait dans la norme. Et à la fin du test, on a en fait un résumé sur le test. On a également des détails qui peuvent permettre aux experts d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, si ça s'est passé comme attendu. Et également, le technicien, il pourra vérifier que ce qu'il a réalisé comme diagnostic est bon et que en fait, ça n'a pas perturbé, en fait, aucun facteur externe n'a perturbé son test. Donc en fait, avant de partir sur le terrain, nous réalisons des scripts bien précis en fonction de ce qu'on souhaite regarder et en fait à chaque fois en fonction de la situation, on va analyser, on va regarder de plus près ce qui marche de ce qui ne marche pas. Et est-ce que ces technologies concernent que les grandes métropoles? Absolument pas. En fait, on adresse la totalité du territoire français. Donc, en fait, on adresse les grandes villes comme les zones rurales. On adresse différents types de configurations, différentes technologies. Donc, en fait, quand on mesure la qualité d'expérience d'un utilisateur, en fait, aujourd'hui, les opérateurs disposent d'indicateurs qui peuvent leur donner une vision de leur performance du réseau, sauf que ce n'est pas la vision 100% client. Alors qu'avec nos équipes, c'est vraiment, on se met à la place du client, on réalise le service qu'il souhaite faire d'habitude. Par exemple, les vidéos YouTube, des appels WhatsApp, des téléchargements de pages web, des choses comme ça, des SMS, des appels voix. Et au final, on a une vision en fait bout en bout sur toute la chaîne, depuis le mobile jusqu'au dernier élément du réseau. Et c'est comme ça en fait qu'on peut être le juge de paix final de la performance. Alors que les indicateurs dont les opérateurs disposent, c'est des indicateurs qui peuvent dépendre du constructeur, de l'infrastructure qu'ils ont mis en place. Ça peut donner une partie de la qualité de service. En général, c'est rare que les indicateurs soient vraiment bout en bout et que ça se mette à la place du client final. Donc en résumé, vous parcourez toute la France, voire au-delà, pour mesurer le niveau de service des réseaux mobiles. Tout à fait. En fait, dans le cadre de gros projets comme les enquêtes ARCEP annuelles, on parcourt toute la France, tout type de communes et d'agglomérations. Pour revenir à la question de Bouchra, donc on va auditer le top 15, on va auditer les zones rurales, même les communes inférieures à 500 habitants, avec une volumétrie, bien sûr, une volumétrie d'échantillons qui est assez, qui va nous donner un volume d'échantillons qui est assez représentatif, finalement, des usages et de la population. Et ça va nous permettre de voir quel est le meilleur réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, la 5G a les niveaux de performance attendus? Est-ce que les opérateurs ont bien déployé au rythme souhaité par l'ARCEP pour couvrir au niveau des débits et ainsi de suite. Et après, bien sûr, ça permet aux opérateurs, avec leur niveau de performance, de communiquer auprès de leurs clients et d'avoir des parts de marché plus importantes.
Effectivement, et je peux rajouter, comme il a dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout va dépendre du besoin du client. C'est-à-dire, exemple, les zones rurales, l'important c'est que la couverture soit là, pour que le client il ait accès au réseau. Mais ça va dépendre aussi du nombre de la densité. Donc, ça va dépendre aussi donc, des installations. Les sites radio, il n'y aura pas autant que dans les zones plutôt urbaines, où là, la densité est nettement plus élevée. Donc, le besoin en fait, sera au niveau des installations pour les sites sera supérieur. Mais donc là, ce qui importe les opérateurs français, c'est que le besoin client soit là, qu'il ait la couverture et qu'il ait en même temps le débit nécessaire pour avoir une bonne qualité de service. Vous parcourez beaucoup de kilomètres, en fin de compte, combien vous en faites par an? Alors, pour avoir fait l'exercice une fois de calculer cela, on est à peu près à plus de 100 000 km. 500 000. Comment en vélo en train Vous en train, tu disais comment vous finissez en vélo? Vous faites comment en véhicule motorisé? Alors, ça dépend de type de mesure. Donc, on peut être amené à faire des mesures en voiture, comme on peut être amené à faire des mesures en train, des mesures, voilà, en fonction du besoin. Mais principalement, c'est des mesures où on va utiliser la voiture. On peut faire des mesures type mesures piétonnes, en fonction du besoin recherché. C'est pas très écolo alors tout ça? Alors, concernant l'écologie, en fait, elle est au cœur de notre métier. Bien sûr, on va l'aborder sur deux axes complémentaires. Donc, on va essayer déjà de réduire l'impact écologique de nos mesures à travers des actions, des investissements qu'on a déjà réalisés sur par exemple, des batteries qu'on va mettre dans les véhicules qui vont permettre d'alimenter notre thermomètre, qui est la chaîne de mesure. Et en fait, quand on va les alimenter, en fait, indépendamment de la puissance du véhicule, on va pouvoir louer des voitures de type citadine ou de petites voitures au lieu d'être obligé de louer des voitures de type berline ou Brest qui vont consommer beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus polluantes. Donc, on a ce type d'action. Également, pour acheminer nos techniciens sur les zones, on va utiliser plutôt le train, favoriser plutôt le train que la voiture. Que vous mesurez de toute façon pour les opérateurs et pour leur set. Voilà. Exactement. On peut profiter aussi du déplacement dans les trains pour faire également en parallèle des mesures. Et aussi, sur un autre aspect, dans le cadre de gros projets comme une enquête ARCEP annuelle, on va essayer en fait de faire, enfin, on va pas essayer, mais on va faire des actions de décarbonation en essayant de neutraliser l'impact carbone qu'on aura généré pendant une campagne. Donc non, l'écologie, c'est quelque chose auquel on agit au quotidien et c'est une action continue en fait, avec des réflexes à avoir tous les jours. Même avec des petites actions, on peut impacter, on peut ajouter notre pierre à l'édifice sur ce volet-là. Ok, oui, c'est nécessaire. Et comment donc ces sites au débit, on parlait de la 5G, mais ces sites au débit, il faut bien les brancher au réseau. Et comment on fait on les branche plus avec du cuivre maintenant, on les branche avec de la fibre. Et de la fibre optique, donc les sites radio, les entreprises, mais également les particuliers. On est content d'avoir la télé au débit chez nous pour avoir plein de chaînes le temps que possible. Et il faut juste avoir le temps pour les regarder. Donc Bouchra, dis-nous comment, qu'est-ce que vous faites, comment vous avez contribué au raccordement tu vas nous dire combien d'abonnés, combien de millions d'abonnés vous avez contribué à raccorder? Alors, il y a eu plus de 4 millions de prises de raccordées sur 2023 et le développement continue. Comme tu disais il y a quelques minutes, nous, l'objectif de l'opérateur avec qui on travaille, c'est d'apporter une technologie jusqu'au domicile ou jusqu'au bureau de la personne pour qu'il puisse avoir l'accès à Internet. Et pour banaliser la chose, cet opérateur a un objectif d'atteindre des millions et des millions de clients et nous, on contribue à son développement et à l'étendue de son réseau. Alors aujourd'hui, on réalise à peu près plus de 1000 adductions ou installations de coupleurs par mois, c'est énorme, pour pouvoir, entre guillemets, raccorder ce qu'on appelle un point de mutualisation et les domiciles des gens par la suite. Point de mutualisation, c'est l'armoire qu'on voit dans la rue, c'est ça? Exactement, c'est les petites armoires que vous voyez souvent dans les rues. Ça ressemble un peu aux armoires un peu électriques,
mais ils ont souvent une taille sont assez petits avec 2 portes. Et en gros, souvent, vous allez voir des techniciens qui installent des petits tiroirs. Et ben, notre équipe missionne ces techniciens pour aller poser ces coupleurs sur site. On installe aussi également un équipement qui est aussi à raccrocher à ce petit PM ou cette armoire de rue, qui sont des OLT. On a installé aujourd'hui plus de 2000 OLT pour notre opérateur sur toute la France, nord, sud, enfin partout, pour qu'ils puissent couvrir le maximum du territoire. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs maîtres d'œuvre qui sont très connus et qui sont partenaires de cette aventure. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Nous, notre objectif, c'est d'accompagner le client et de faire ce qu'on appelle du rattrapage ou de la synchro-marché. Parce que si vous regardez tous les ans, il y a un petit concours entre les différents opérateurs et des petites cours au début d'année qui le meilleur. Exactement, pour savoir qui est le champion du déploiement et qui a atteint le max de potentiel client. Parce que en fait, derrière chaque petite armoire que vous voyez, vous, dans la rue, on appelle ça un nombre de potentielles prises. Et en gros, combien de clients je peux atteindre en se raccordant sur ce point de mutualisation. Et du coup, c'est un peu la course entre les grands opérateurs français pour savoir qui va avoir le max de clients, ce qui est normal. Parce que le niveau de couverture, enfin de logement de locaux raccordables en France, je crois qu'il était de 87% fin du premier trimestre. Donc on est dans le top des pays européens, qui reste je crois que c'était plus 5 millions de locaux raccordés en France. Donc une fois que ça va être une fois que ça va être terminé, enfin déjà, ça demande le même travail de raccorder ces locaux-là, et puis qu'est-ce qui va rester derrière à faire? Il y a tout ce qui est la vie du réseau. Là, aujourd'hui, la plus grande partie de notre équipe ici à Nantes, c'est de suivre la vie du réseau. Il y a beaucoup de maintenance. Contrairement à un réseau cuivre très solide, la fibre est très sensible et le raccordement est facile à détruire. Donc on a vraiment comment dirais-je, des réinterventions à répétition. Donc on est en support à notre opérateur et à notre client pour maintenir le réseau en vie. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des reportages ou autres, ou des communes qui subissent des coupures, ainsi de suite. Donc nous, on est là pour aider notre opérateur à maintenir son réseau. Aujourd'hui, on peut avoir entre 100 et 150 reprises par mois. Ça paraît peu, mais c'est très très compliqué de maintenir une qualité de réseau, parce que sachez que en France, on les connaît tous, Bouygues Telecom, SFR, Orange, Free, ainsi de suite, et tout le monde va sur le même point de mutualisation. Donc tous les techniciens sont au même endroit. Donc ils viennent tous travailler sur un objet, et du coup ça peut entraîner des dégradations. Donc nous, la moitié de l'équipe ici à Nantes travaille sur cette maintenance, et aussi on a ce qu'on appelle l'augmentation de la capacité. En gros, pour caricaturer, vous allez installer un tiroir qui va pouvoir accorder 64 clients, et 6 mois après, si vos 64 clients sont raccordés, il faut aller ajouter un autre coupleur. Donc on fait des extensions, des swaps et des changements de coupleurs. Là aujourd'hui, sur l'année, on réalise à peu près 3000 opérations d'augmentation de capacité. Rien que notre équipe. Oui. Et ensuite, il y a des plats de spaghetti, je crois. Enfin, on appelle ça un plat de spaghetti. Oui. Enfin, comme on a quelques des plats de spaghetti. On mettra une photo. Pour parce que c'est qu'un PM bien câblé. Vraiment... bien étiqueté. Honnêtement, c'est vraiment des plats de nouilles que les techniciens doivent démêler. Mais effectivement, dans notre suivi, il y a un lot de PM spaghetti. On explique que des gens sont coupés, voilà, quand on va brancher un client, on en débranche un autre, quoi. Il faut de la place. Tout à fait. Après, j'ai plus l'expression en tête, les cordonniers sont les plus mal chaussés, un truc comme ça. Moi, chez moi, je subis un changement de coupleur toutes les semaines. Donc j'ai un voisin et en fait, lui, il me pique la fibre et moi, je continue, ainsi de suite. Bref, c'est un réseau qui reste très fragile. Mais de toute façon, nous, on accompagne notre client là-dessus. Pourquoi je vous ai posé tout à l'heure la question par rapport à la 5G, et je vous remercie pour la présentation, parce que je ne connaissais pas cette nouvelle technologie. Nous, contrairement à la 5G ou même au réseau mobile, il y a quand même des zones qui sont blanches encore aujourd'hui. Il y a des zones où personne ne veut aller payer, ni la région, ni la métropole, ni l'État.
Et du coup, il reste quand même beaucoup de travail pour arriver jusqu'à monsieur, madame, tout le monde qui habitent dans des zones un peu éloignées et décentralisées. Donc le facteur de la zone est très important. Si vous êtes en zone très dense, ou en zone moyennement dense, ou en RIP, ou alors en zone très très éloignée, vous avez certainement la même qualité de service si la fibre arrive jusqu'à chez vous. Mais si la fibre coûte trop cher, si les travaux coûtent trop cher et que le transport est cher, vous risquez de ne pas avoir ce service-là. Et rassure-toi, Bouchra, c'est la même chose sur le mobile aussi. Les zones blanches, okay. bien qu'elles sont réduites et il y a des objectifs de les réduire de plus en plus, mais elles existent aussi. C'est toujours un compromis entre le coût et l'usage en fait qui va derrière. Donc, mais ça existe aussi, si ça te rassure. Ah, ok, d'accord. Bouchra, j'aurais une petite question en fait, c'est concernant le raccordement FTTH dans les zones rurales, au niveau de la couverture, l'éligibilité. Est-ce que vous rencontrez en fait des problèmes au niveau de la couverture? Est-ce que il y a toujours des espaces ruraux qui ne sont pas encore raccordés en FTTH? Parce que là, je m'étais documenté et j'avais vu que ce problème existait depuis plusieurs années. Oui, c'est ce qu'on appelle par zone blanche. Est-ce que ça coûte trop cher, en fait, tout simplement? Et est-ce qu'il y a un plan pour les prochaines années pour essayer de couvrir de plus en plus parmi les 5 millions qui manquent, qui sont toujours peut-être en ADSL et qui n'ont pas encore le raccordement FTTH? Alors, il y a un projet le plan de sortie de cuivre. Donc, techniquement, on est censé, à 2026 ou à 2030, je n'ai plus la date exactement, à ne plus avoir de réseau cuivre. Donc, fatalement, ces zones-là où il n'y a que le cuivre ou ces gens-là qui sont très éloignés, on doit forcément trouver une solution. Pour moi, c'est une question d'investissement. Qui va aller investir dans ces zones-là? Parce qu'on parle aussi d'égalité ou des discriminations numériques, ce genre de débat. Pour moi, ça va être forcément l'État qui va aller, soit il va aller forcer les opérateurs pour investir dans ces zones-là pour que tout le monde puisse être raccordé, soit c'est l'État qui met la main à la poche pour financer ces déploiements. Les collectivités, c'est déjà le cas un peu avec les collectivités, les RIP, les opérateurs, les réseaux d'initiatives publiques. Oui, mais il y a des zones où ça rentre dans aucune des zones en fait. C'est vraiment des zones à part où la densité de la population est très très basse. Mais honnêtement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais moi il me semble que les zones RIP vont peut-être juste être étendues et du coup les collectivités vont prendre en charge le déploiement. Ok. Bien, par rapport à ça, il y a une solution aujourd'hui qui existe. C'est le déploiement des constellations de satellites en basse orbite, d'ailleurs qui répondent à des besoins du fixe pour l'instant. Il suffit de déployer une antenne et puis on a de l'internet relativement haut débit, plus rapidement, avec des débits plus élevés que de la DSL. Et pour le mobile, il y a aussi la 5G qui va être accessible avec des mobiles standards. Alors ça commence, ça va se faire. Je crois que même je crois aussi si certaines marques avec une marque aux fruits ou d'autres marques concurrentes asiatiques mettre sur le marché des téléphones qui vont permettre de faire de la communication 5G via satellite, mais avec les standards de la 5G classique, c'est-à-dire à part l'abonnement, on pourra utiliser directement pour des appels simples au départ, des SMS et puis des appels d'alerte notamment, et par la suite on aura probablement de la data qui arrivera. Alors c'est plus pour couvrir les zones blanches que on n'aura pas les mêmes services qu'en zone dense. Au moins ça dépanne quoi. Les zones vraiment où il n'y a rien. En France, on n'a pas de désert, on n'a pas de zones comme où il y a peu de couverture et ça pourra dépanner. Donc le satellite va être complémentaire et c'est pareil, une course aussi qui se fait entre les opérateurs américains, asiatiques et l'Europe aussi qui devrait lancer sa constellation de satellites basse orbite. Donc ça apportera aussi un service en complément des lacunes des réseaux terrestres. Il y a aussi des petites initiatives, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, des petites initiatives au niveau local, des zones blanches où les gens essaient de créer des réseaux alternatifs. Je ne maîtrise pas techniquement ce qu'ils ont pu faire, mais il me semble qu'ils ont quand même créé un réseau, ils ont appelé la fibre verte, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas ils ont créé des réseaux locaux avec des générateurs d'informations.
Et ça m'a étonnée parce que c'est une personne qui a construit sa maison en 1970 et aujourd'hui, sa maison est devenue comme un héros en fait. Sont partis eux-mêmes faire les travaux, financer le raccordement et ils ont créé un réseau interne dans leur petit village. Il faudrait que je retrouve le nom du village, mais je trouvais que... Et c'était c'était un collectif écolo de personnes qui ont essayé de créer un réseau de solidarité, mais solidarité au niveau de la fibre. Je souhaite rajouter en fait que effectivement le déploiement 5G là, il s'accentue depuis quelques années, surtout qu'il ne faut pas oublier que la 2G, dans 2 ans à peu près, elle va être éteinte. Là, les opérations de démontage ont débuté depuis pour certains opérateurs. Et progressivement, ils vont commencer à démonter de plus en plus de sites 2G jusqu'à l'éteindre aux horizons de 2025. La 3G arrivera plus tard, peut-être vers 2030. Donc c'est pour basculer sur du pur 5G, 4G, 5G, voire plus tard 6G. Et on a encore le temps pour ça, mais c'est déjà pris en compte pour les 2 premières technologies Donc il reste encore beaucoup de choses à faire sur nos réseaux, qu'ils soient fixes ou mobiles. Il y a du démontage, mais il y a aussi des extensions de capacité, de couverture, de débit aussi sur tous ces différents réseaux. En tout cas, merci d'avoir contribué à cette discussion sur les sujets télécoms qui nous font sur lesquels on est. On intervient on travaille tous les jours. Et, merci à vous. Merci de nous recevoir. Merci. Et merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir.